Je me représente pas, vous me connaissez maintenant. Je remercie les organisateurs juste de nous redonner l'occasion de parler de notre PHRIP. J'étais déjà venu le présenter il y a quelques années. Et pour faire bref, c'est un PHRIP qui a duré dans le temps, une réflexion qui a commencé dans les années 2010 et on a répondu aux premiers appels d'offres par rapport au PHRIP. Et finalement, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'on n'aurait pas le temps, mais je vais reparler un petit peu du contexte dans lequel ce PHRIP est arrivé, et Jocelyn qui m'accompagne, qui a beaucoup travaillé sur ce PHRIP avec moi, fera part de son retour d'expérience également. Donc, il faut resituer ce PHRIP qui est une étude randomisée dans le cadre de la prévention de la récidive suicidaire dès les urgences. Et quand je dis dès les urgences, c'est qu'au CHU de Montpellier, les urgences psychiatriques ne font pas partie du pôle psychiatrie. Hein, c'est-à-dire que c'est une unité qui est noyée dans les urgences générales. Donc, vous pouvez imaginer dans les années 2010 la place de la psychiatrie dans les urgences générales. En clair, il y a des patates chaudes qui arrivent aux urgences et finalement, les patients suicidaires étaient un peu dans cet état-là, tout comme les alcooliques récurrents, vous savez, qui viennent aux urgences. Et donc, c'est là que les médecins étaient en grande difficulté pour évaluer ces patients d'un point de vue psychiatrique et les orienter souvent vers des unités de soins. Et dans notre expérience clinique, on a eu à déplorer quand même des pertes nombreuses. C'est-à-dire que ce qui nous heurtait profondément, c'est que des patients qu'on accueillait aux urgences, quand on les mutait, l'hospitalisation ne les protégeait pas. Vous voyez ? Donc du coup, on est parti de ce constat. Et l'idée, c'était finalement... on voit que depuis 2 jours ici, on parle beaucoup d'histoire de la psychiatrie. Alors, je suis moi-même ISP, mais bon, j'avais oublié que j'étais ISP. Vous voyez, il a fallu que je revienne ici pour m'en rappeler. Parce que là où je travaille maintenant, c'est vrai que c'est une question qui se pose pas vraiment. Mais bon, c'est pour dire que la question de l'histoire, et Marcel en a parlé, Marcel Jéguer en a parlé en début des journées, l'histoire, elle s'intéresse, c'est une discipline qui s'intéresse à ce qui n'est plus. Hein, donc finalement, moi je suis pas trop nostalgique de l'image de l'infirmier de Kremlin-Bicêtre, vous voyez. Et donc l'idée de ce projet, c'est finalement en quoi l'histoire, si elle n'est plus, on va pas la remettre aujourd'hui, mais en quoi cette histoire-là de nos métiers peut nous permettre de repenser le soin d'aujourd'hui. C'était ça l'idée. Et donc si vous me suivez, c'est que quand un patient arrive aux urgences, si aujourd'hui, vous voyez, il est évalué aux urgences, orienté vers un centre, une unité temps complet, qui va l'orienter vers peut-être un suivi ambulatoire, aujourd'hui, vous avez remarqué que le parcours de soins et les filières de soins, c'est un saucissonnage de prise en charge bien souvent, où le patient, il voit beaucoup de soignants, mais en fait, à chaque fois, il doit raconter la même histoire et il n'y a pas trop de lien entre les uns et les autres. Voilà. Et donc, quand je dis comment l'histoire peut nous permettre de repenser le métier, je reviendrai à des classiques. Vous savez, on a parlé de sectorisation, d'esprit du secteur. Et Bonafé, il disait une chose, dans la sectorisation, cette loi, elle était pensée uniquement dans un but, c'est que pour prendre en charge un patient, c'est une seule et même équipe. Vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, on l'accueille, et puis, mais on fait pas que l'accueillir. L'accueillir, c'est pas lui dire bonjour, merci, et puis on vous envoie là-bas. Non, l'accueil, c'est la présence, la permanence. Et c'est ce qu'on a dit depuis 2 jours, hein. C'était l'ambition de ces rencontres aussi, c'est la rencontre, ce mot rencontre, vous voyez. Et donc la prise en charge du suicidant, dans notre esprit de notre philosophie de projet, c'est finalement de remettre le métier d'infirmier psy, peut-être dans une dynamique de la rencontre humaine, dès les urgences. Et parce que moi, quand j'ai été formé à Saint-Alban à l'époque, les anciens, ils me disaient, tu sais, nous, on n'a pas de recette pour s'occuper des patients. Par contre, ton travail, ça va être de créer des prétextes à la rencontre. Vous voyez ? Et du coup, prétexte, il faut l'entendre en 2 mots. Hein, ça précède le texte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de subjectif, d'intersubjectif qui va se passer, qu'on appelle la rencontre. C'est un peu magique. Hein. Mais vous comprenez que quelqu'un qui a voulu mourir, qui arrive aux urgences, lui, il n'est pas forcément dans cet état d'esprit. Mais par contre, quand il se réveille d'un coma ou quand il se réveille un petit peu de cet état de choc en prenant conscience qu'il est dans des urgences, il voit un visage peut-être en face avec une blouse blanche et il va peut-être lui dire quelque chose de sa souffrance et cette souffrance, elle est adressée. Hein. Et aujourd'hui, je crois qu'on perd de vue l'adressage de la parole, ce que j'appelle la dépolitisation, vous voyez.
notre ami canadien a beaucoup parlé de ces questions-là, hein, en prenant appui sur Deleuze et Foucault et Guattari, mais c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi on arrive à garder ancrage dans ce qui fait travail thérapeutique pour nous, et sans perdre un ancrage dans ce qui fait notre identité de métier, mais en s'adaptant au monde d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais le monde a changé, quoi. Hein, c'est-à-dire que même avec le Covid, vous savez, il y a un avant, un après. L'accélération, le flux tendu, on n'a plus le temps de faire des réunions aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc la place de la recherche a été un moyen pour moi de remettre des espaces où, entre soignants, on pense le soin. Vous voyez ? Donc finalement, c'est un prétexte. Le PHRIP n'a été qu'un prétexte, mais qui finalement avait une ambition quand même. C'est de voir aussi que, du point de vue de ces savoir-faire de métier qui sont comment on accompagne un patient, peut-être qu'on va impacter aussi la qualité du soin, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on mesure. J'aurai pas le temps de vous développer quelques résultats, mais ils vont être publiés prochainement. Il y a très peu d'études qui ont prouvé qu'on pouvait faire quelque chose dans le cadre de la prévention de la récidive suicidaire. Les seules études qui ont un impact sur le taux de récidive, ce sont les actions de recontact, que vous connaissez peut-être maintenant, appel téléphonique, carte postale, d'où ce projet qui a permis de faire évoluer beaucoup de choses. Et donc nous, là, on était sur la question du suivi, vous voyez, on avait une ambition supplémentaire. Les premières analyses sont pas probantes en termes d'impact sur le taux de récidive, mais là où il y a des variations intéressantes, et c'est là qu'on va mettre le focus au niveau de l'analyse, c'est sur l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que, sans reprendre les standards scientifiques qui permettent, notre étude, elle est calibrée sur 3, 6, 12 mois, puisque la crise suicidaire, le taux de récidive est important jusqu'à 3, 6, 12 mois. Ce qui est probant dans le groupe intervention, qui a bénéficié d'un suivi ambulatoire, justement, dès les urgences, c'est pas la baisse de l'intensification de l'idéation suicidaire, vous voyez. Et paradoxalement, dans les premiers chiffres, on était surpris puisque les patients qu'on suivait, l'idéation suicidaire est forte. Mais par contre, c'est dans la temporalité. C'est-à-dire que par rapport au groupe contrôle, l'idéation suicidaire qui était moins forte, finalement, à 3-6 mois, redevient forte à 12 mois. Alors que dans le groupe intervention, elle baisse tout le temps. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que, dans un suivi, si on discute beaucoup avec un patient, si on va le voir chez lui, si on est toujours là, il va parler de ce qui le fait souffrir, vous comprenez? Et donc, dans les évaluations, l'idéation, elle est forte. Et en fait, il y a une conscientisation de la crise chez le patient. Et pour illustrer ça, je prendrai juste une petite vignette clinique dans le cadre de l'étude, puisque pour clôturer l'étude, on a inclus 400 patients quasiment, et il y a eu des perdus de vue, c'est-à-dire des patients à 12 mois qui n'avaient pas été dans l'étude. Et donc, il a fallu faire des recherches pour définir un statut, pour pouvoir analyser les données. Et donc, j'ai pris mon téléphone, et puis, dans les dossiers, on a épluché, et dès qu'on avait un numéro de téléphone, on en appelait. Mais récidive suicidaire, 12 mois de recul après le geste suicidaire, perdu de vue, vous imaginez. La peur, quand vous faites un numéro, de savoir si vous tombez sur le papa, la maman, le copain, le conjoint, qui va vous dire « Ah, mais il est mort depuis... » Voilà. Bon. Miracle peut-être de la vie ou du suivi. En tout cas, sur la trentaine d'appels que j'ai passés, je vous fais juste une vignette clinique, il y en a eu plusieurs comme ça. J'appelle un numéro, une voix masculine répond, je cherchais un monsieur, et je cherche « Bonjour, je cherche à joindre monsieur un tel », c'est moi-même. Bon. Déjà, premier soulagement, il est pas mort, donc le statut pour l'étude, c'est bon, je peux cocher ma case, il est vivant. C'est du quantitatif, tu m'en voudras pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, question d'après, puisque l'idée c'était aussi de voir un petit peu la plus-value du dispositif d'un point de vue plus qualitatif. Et le monsieur, je dis voilà, vous n'avez pas participé à notre étude comme le contrat le prévoyait à 12 mois, on n'a pas pu vous joindre, tout ça. Oui, mais vous inquiétez pas, en fait, j'ai changé complètement de vie, je vis plus dans la même région, là, vous voyez, je suis au téléphone avec vous, mais je suis sur un toit. Bon. Et en fait, il dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites sur le toit? En fait, je suis couvreur maintenant. Ah, merci. Donc après, comme l'ambiance est détendue, on a pu, discuter, et j'ai pu lui demander un peu plus de choses, et je lui dis, mais vous vous rappelez un petit peu, sans vouloir revenir à des choses trop douloureuses, ce qui s'est passé? Et là, la plus-value du dispositif, il l'a souligné par l'adéquation entre l'évaluation de la crise suicidaire qui est faite du point de vue médical dès les urgences, parce que Guillaume Veva à Lille, pour ceux qui sont de Lille,
C'est avec eux qu'on a travaillé, et Philippe Courtet et le professeur Oli à Montpellier, 2 équipes qui travaillent conjointement sur ces projets-là. Les médecins, depuis des années, abordent la question du suicide sous l'angle d'une entité clinique à part entière. Ce n'est plus un facteur de comorbidité d'autres pathologies. Et du coup, ils ont développé des outils d'évaluation sur 5 jours, protocole de 5 jours, et avec un suivi ambulatoire après, c'est ce que nous avons complété au niveau paramédical. Et ce patient me dit, on m'avait jamais parlé comme ça de ma souffrance. En tout cas, on m'avait jamais fait un tel retour. C'est-à-dire que dès la crise, l'évaluation médicale, parce que quand je dis médicale, c'est qu'il y a des psychologues, c'est pluridisciplinaire, et puis le patient de 9h du matin jusqu'à l'après-midi, il voit plein de monde qui vont lui poser plein de questions, enfin vraiment, on le laisse pas, voilà. Et donc, ce patient dit, voilà, j'ai compris beaucoup de choses. Vous voyez la conscientisation de la crise qui se consolide après, qui permet aux patients, peut-être, soit d'aller vers l'alliance thérapeutique, soit peut-être de faire d'autres choix, vous voyez. Voilà en clair comment je peux faire une synthèse, mais plus que rapide. J'aimerais que Jocelyn puisse parler, voilà un petit peu. Et donc je me tais. Merci. Pardon. Bonjour. Donc bonjour à tous. Donc je vais apporter quelques points très pratico-pratiques, même s'il était important que Grégory vous apporte cet éclairage subjectif et vraiment c'est ce qu'on vit en fait avec un projet de recherche. C'est tout ça. C'est en fait c'est une temporalité aussi. Alors il y a beaucoup de choses que j'avais prévu d'amener en fait qui ont été largement discutées sur la table de ce midi et rapportées brillamment par Benoît après. Donc je vais pas m'étendre et en plus le temps nous presse. Mais l'idée, c'est aussi que c'est un projet d'équipe qui date de 2010. On est en 2024. Il a été proposé une première fois au PHRIP, retoqué, réfléchi en équipe, reproposé en 2014, accepté, début des inclusions en 2016. On a fini les inclusions, il y a eu le Covid. Donc on a fini les inclusions post-Covid. Enfin, vous voyez, c'est un temps aussi très, très, très important dans lequel on s'imagine pas forcément. Vous imaginez bien que l'équipe qui a réfléchi au projet, en fait, je suis le seul à être encore sur place. Donc il y a tout ce temps-là de la recherche qui est vraiment très long et qui peut en décourager plus d'un. Mais là où je voudrais insister, parce que l'idée c'est pas d'être sur le mode découragement, mais au plutôt parce que j'ai beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions là sur ces 2 jours avec des infirmiers qui eux veulent se lancer dans la recherche, c'est que en fait ça a permis beaucoup de choses. Ce projet, ça a permis déjà personnellement pour moi de connaître la recherche, de la développer et de m'impliquer dedans et d'avoir beaucoup d'opportunités derrière. Mais avant tout et surtout pour les patients et pour le projet d'équipe, en fait, grâce à ce projet de recherche, on a pu mettre en place ce suivi dans le terrain, dans l'unité, auprès des patients. Et il a même été développé ensuite post-urgence, c'est-à-dire qu'on a répliqué de façon un peu plus intensive même et plus pluridisciplinaire dès les urgences, en fait, un suivi ambulatoire. Parce qu'on avait le support de cette étude qui avait déjà été développée, qui était en cours de développement, et parce que en fait c'était déjà acté sur le terrain grâce à l'étude, le suivi en place, on l'a remis en place sur les urgences. Et en fait maintenant c'est dans les recommandations internationales de prise en charge du potentiel suicidaire, c'est-à-dire l'hospitalisation n'est vraiment que dans des cas particuliers et au maximum favoriser le suivi ambulatoire pour accompagner la personne dans son environnement. Mais c'est ce qu'on faisait déjà dès le début en fait. Donc on voit vraiment que ce temps de la recherche et ce temps de la pratique, il est vraiment très différent. Et en même temps, c'est la recherche qui a permis de mettre en place dans la pratique tout ça. Donc c'est ça qui était important aussi d'amener. Merci beaucoup à vous, Jocelyn. C'est ça. Merci à vous. Et puis, Jocelyn et Grégory, j'avais oublié de préciser que le PHRIP se dénommait CIPRES. Voilà, je ne l'avais pas présenté au préalable. Est-ce qu'il y a des questions ? Une ou 2 questions ? Non ? Écoutez, en tout cas, votre présentation, je trouve, a été très claire. Et puis, c'est vrai que ça nous amène une assez belle réflexion sur la prise en compte, effectivement, du risque suicidaire et surtout de sa récidive. Vraiment quelque chose de très, je trouve, ouais. Et la question, effectivement, de la temporalité, sur l'accompagnement et sur la permanence du soin. Donc, un grand merci à vous. Merci à vous.